faire trop d'aller-retour avec mon verre. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci avec ça. Du coup, moi, ma première question, c'était comment, en 2018, on produit une bonne série française ? Waouh. Parce que toi, t'as réussi. Écoute, honnêtement, moi, j'ai pas. C'est difficile pour moi de répondre à une question comme ça parce que je suis pas du tout quelqu'un entre guillemets du milieu. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire il y a 3 ans pour des projets audiovisuels, donc j'ai pas une vue suffisante du secteur pour arriver à dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Je connais pas énormément ce qui se fait par ailleurs. En plus, je suis pas très connaisseur du paysage audiovisuel français, quoi. Honnêtement. Moi, je peux dire que moi, j'ai fait pour essayer de faire Doxa. Après, je sais pas si c'est une recette qui s'applique à tout. Non, mais c'est intéressant. Comment est-ce que toi, t'as réussi Comment déjà le projet de Doxa t'est venu ? Est-ce qu'on t'a proposé ou est-ce que c'est toi qui es venu avec ? Et est-ce que tu as dû pitcher à plein de gens avant d'être repris par France 4 ? Comment ça s'est passé ? Alors, l'idée de Doxa, je l'ai eue tout simplement en parlant avec un ami à moi qui travaille dans des instituts de sondage. D'accord. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait des études de sciences politiques et cet ami-là travaille dans des sondages et quand on faisait des apéros régulièrement, il me racontait un peu ses anecdotes. Et en fait, par petites touches, parce que lui, il en parlait comme quelque chose de très anodin, je me rendais compte qu'il était amené à rencontrer plein de gens très différents. Et qu'en fait, lui, en faisant simplement son petit travail de remplir des tableaux Excel avec des chiffres, il avait un impact sur énormément de sujets, des sujets politiques, des sujets commerciaux, sur la nouvelle offre de tel opérateur téléphonique ou je ne sais quoi. Et il m'avait en particulier une fois raconté une scène qui m'a vraiment donné envie de me lancer dans la fiction. C'était lui qui présentait les résultats d'une étude à des conseillers d'un cabinet, d'un ministre ou d'un homme politique, je ne sais plus. Et en gros, au fur et à mesure qu'ils présentaient leurs chiffres sur les opinions des Français sur tel ou tel sujet, les conseillers discutaient entre eux des réajustements qu'ils allaient faire à leurs propositions de loi et à leur programme, quoi. Donc en fait, tu voyais vraiment là, je trouve, dans une scène réelle, comment un sondeur avait un impact direct sur la vie politique du pays. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce que ce serait si en fait il prenait conscience de son pouvoir et il essayait de s'en servir, quoi. D'accord. Et après, j'ai croisé ça avec des figures plus contemporaines comme celle de Snowden, comme celle de Keriel, où tu vois que avec les technologies qui sont à notre disposition, un individu, par sa simple action, peut avoir des répercussions aux 4 coins du monde. Et donc ça m'a donné envie d'utiliser cette figure générationnelle et de la mettre dans un milieu qui n'avait jamais été défriché par la fiction. Et ça, c'était quand même fou, quoi, quand je parlais avec des sondeurs et qu'ils me disaient qu'ils n'avaient aucune référence de aucune œuvre jamais faite dans le milieu des sondages, même pas de littérature, rien. J'étais halluciné, quoi. Et effectivement, j'ai rien trouvé, quoi. J'ai vraiment trouvé aucune œuvre de référence, ce qui m'a du coup complètement décomplexé, parce que je pouvais faire ce que je voulais, quoi. Et effectivement, en parlant de Snowden, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même un côté engagé dans Doxa. Est-ce que c'était volontaire ou est-ce que c'était justement pour faire référence à Snowden ? Moi, j'ai des convictions politiques personnelles assez tranchées. J'ai toujours été assez engagé politiquement. Et c'est sûr que j'avais envie d'utiliser la fiction pour arriver à faire prendre conscience aux gens de certains problèmes liés à notre démocratie, et notamment le fait qu'elle soit en permanence sous perfusion de chiffres pour arriver à s'orienter, en fait. Et moi, ce que je voulais, mais par contre, je voulais surtout pas faire une série militante, parce que je trouve que c'est chiant quand il y a un discours en bloc qui est porté par un auteur et qui en fait fait prévaloir ses idées par rapport à une histoire. Et donc en fait, ce que j'ai voulu, c'est vraiment reprendre le constat qui me paraît assez consensuel, de dire qu'il y a un problème d'horizon politique, d'horizon idéologique dans notre société, que les sondages sont une espèce de traitement palliatif qu'on s'administre à haute dose, mais qui risque d'avoir des effets secondaires qui sont de plus en plus délétères en fait sur le corps social. Et donc c'est sûr que si c'est militant de dire qu'il y a un problème avec notre démocratie aujourd'hui, oui, c'est militant, mais je pense que c'est un constat que des personnes de plein de bords politiques différents peuvent faire, quoi. Bien sûr. Après, Doxa, moi, j'ai trouvé avait un message politique. Je ne l'ai pas trouvé particulièrement militant. J'ai trouvé personnellement qu'il y avait une démarche graduelle pour nous faire ouvrir les yeux, ce que j'imagine que tu as voulu faire. Et je voulais justement en venir à ce moment qui, moi, m'a le plus plu de la série, c'est ce fameux moment où il y a le colocataire qui se rend compte qu'en fait, il y a 2 nanas qui viennent l'aborder dans la rue et qui lui posent les mêmes questions pour arriver à cette question de fin et qui change totalement sa réponse. Moi, j'ai trouvé ça hyper efficace et genre, j'en ai parlé autour de moi et on m'a dit mais c'est hyper évident que c'est le genre de résultat qu'on va avoir. Et moi, ça m'a complètement ouvert les yeux sur les sondages. Et
est-ce que tu avais envie de démonter un peu les instituts de sondage ou c'était vraiment... Ouais, alors il y a quand même un... Ouais, alors il y a un côté où je trouve que... Ouais, moi je trouve qu'il y a une utilisation aujourd'hui qui est faite du sondage en politique comme un argument d'autorité, un argument massu, qui est là pour, en gros, venir conclure les discussions sur les plateaux sans aucun argument supplémentaire, mais en mettant un chiffre. Parce que le chiffre aujourd'hui est assorti d'une espèce de valeur de rationalité, d'objectivité que n'a plus le verbe en fait. Et moi je voulais couper court à ça. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur les instituts de sondage, c'est vrai que j'ai été pas mal influencé par les travaux d'Alain Garrigou, qui a fait un livre sur La démocratie n'est pas à vendre, et qui m'a un peu ouvert les yeux sur effectivement la collusion qu'il pouvait y avoir entre certains milieux politiques et des instituts de sondage. Et après, moi, j'ai recoupé ça avec les témoignages de mon ami qui était sondeur et après d'autres sondeurs que j'ai pu rencontrer, qui me disaient qu'effectivement, il y avait toujours de manière plus ou moins officieuse des instituts de sondage qui étaient liés à des mouvements politiques. D'accord. Bien évidemment, ils ne s'affichaient pas comme tels parce que sinon, ça leur fermerait une partie du marché et on dirait qu'ils ne sont pas objectifs, mais il est évident, enfin je veux dire, c'est devenu évident avec Giacometti et Patrick Buisson par exemple, qu'il y avait des sondeurs qui avaient l'œil direct du président de la République. Hollande a dit qu'il avait réduit la voilure, mais il a commandé énormément de sondages aussi à des instituts. Donc les collusions entre le milieu des sondages et le milieu politique, elles sont énormes et elles sont problématiques pour moi parce que c'est des gens qui se présentent comme des instituts de sondage. Donc ils font genre, on est presque comme s'ils étaient des chercheurs en sciences sociales, quoi, tu vois, qui avaient une forme de recherche objective dans leur démarche, alors qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, et ce que j'ai essayé de faire ressortir avec le personnage de Léa, c'est que c'est des entreprises, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des clients, qui ont des demandes et des intérêts, et l'institut de sondage est là pour les satisfaire. Donc en fait, si les gens arrivaient à comprendre qu'un institut de sondage, c'est plus... une agence de sondage en fait, c'est plus une entreprise de sondage, mais je trouve que c'est plus une agence de com en fait qu'un institut en sciences sociales. Après, je dis pas que tous les instituts de sondage sont des organes de manipulation organisés, mais c'est tout simplement des entreprises qui ont des clients qui doivent satisfaire à leurs demandes. Le seul problème, c'est que toutes les entreprises n'ont pas de lien aussi étroit avec notre démocratie et que c'est justement là où je trouve qu'il y a un nécessaire sursaut citoyen à avoir autour de cette question-là. Et de toute façon, les médias français eux-mêmes réalisent ce problème-là, l'opinion aussi. Et le Parisien qui avait décidé pendant les présidentielles de plus publier un seul sondage témoigner de cette prise de position, tu vois, des médias aussi, de se dire bon, il y a un problème, on peut pas se contenter de tout le temps balancer des sondages à tort et à travers, il faut qu'on revienne au travail de journaliste, d'enquête, d'aller voir les gens, d'étudier les problématiques. La culture du micro-trottoir. Voilà, exactement. Absolument. Mais justement, pour revenir à ce que tu disais sur la valeur des chiffres qui prévaut maintenant presque celle des lettres, ton personnage principal, lui, il le montre bien, il est obsédé par les chiffres, il analyse toutes ces situations par rapport aux chiffres, que je trouve déjà c'est un ressort comique qui m'a fait, en tout cas moi, qui a bien marché sur moi. Qu'est-ce que tu voulais montrer avec ce personnage ? Pourquoi avoir fait un personnage ? Il est quand même à la fois drogué, à la fois fan de chiffres, un petit peu avec un petit côté nerd, et il voit ce pingouin, quoi. Ou ce pingouin ou ce manchot, d'ailleurs, je sais pas. Mais... C'est un manchot. C'est un manchot. En fait, Arthur, pour moi, c'est tout simplement une métaphore de la société française, quoi. C'est-à-dire que c'est une personne qui a un haut niveau de culture générale, qui a reçu une bonne éducation, mais qui aujourd'hui se retrouve dans une espèce d'impasse idéologique et presque même spirituelle, en fait, qui a pas d'horizon, en fait, qui est conscient de participer à quelque chose qui ne fait plus sens, tu vois, une espèce de course à la croissance, une espèce de métro boulot dodo derrière lequel il n'y a plus aucune perspective que sa vie soit meilleure. Et donc en fait, il vit un peu en spectateur de sa propre vie. Il a énormément d'angoisse parce qu'en fait, quand on n'a pas d'horizon, quand on n'a pas de destination, quand on n'a pas de conviction, on ne sait pas où on va. Donc il essaye de se rassurer en permanence avec des chiffres pour essayer de baser ses décisions sur des faits, sur des choses, tu vois, qui sont un petit peu objectives. Mais ça tient pas parce qu'en fait, quand tu as un chiffre dans un sens, t'en as toujours un autre qui arrive, qui dit le contraire. Et donc j'ai voulu montrer ça à quelqu'un qui est sous perfusion de chiffres en permanence et qui essaye de pallier le fait qu'il n'ait pas d'orientation à long terme par des chiffres à court terme.
Et après, la drogue, pour moi, c'est l'utilisation tout simplement de substances le fait que pour moi Arthur fume du cannabis, c'est juste un échappatoire que lui a trouvé pour rendre son quotidien supportable. J'aurais très bien pu utiliser les antidépresseurs ou l'alcool, exactement. Il y a dans les pays occidentaux et en France notamment un rapport aux addictions qui commence à monter, qui commence à être vraiment problématique, parce qu'en fait on essaye de plus en plus de compenser cette espèce d'angoisse existentielle de l'impression d'être devant un néant par une surconsommation d'alcool, de tabac, de café, de psychotropes, d'antidépresseurs, etc. Et donc j'avais envie de l'incarner dans un personnage, quoi. Et en retour, le personnage du colocataire, il est son plus grand artiste. Enfin, il joue un peu le rôle du bêta, on est un peu dans un rôle de gentil idiot. Il sert à quoi finalement le colocataire en réponse? Pour moi, le colocataire, il incarne justement tout ce que Arthur a pas eu le cran d'être, en fait, parce que justement, paralysé qu'il était par la volonté de se construire une situation, d'avoir un personnage qui, à l'opposé, est totalement inconséquent, suit ses passions, a une copine, accessoirement, vend de la drogue et le fait ouvertement, etc. C'était justement ce qui pouvait le confronter à ce que lui n'a pas été, et donc être un catalyseur pour Arthur. Et c'était important pour moi que ça vienne d'un ami d'enfance, parce qu'en fait je trouve qu'il y a l'ami d'enfance avec la famille, c'est une des rares figures qui peut encore nous permettre de rester connectés à des choses qui sont devenues totalement éloignées de nous au fur et à mesure des années, quoi. Et justement la carapace que Arthur s'est construite en s'isolant de la société, en s'isolant de ses propres émotions, et pour finir seul à regarder des jeux vidéo, etc., à fumer des joints. La seule personne qui peut arriver à la rompre, c'est quelqu'un qui a un lien émotionnel et affectif avec lui, et donc pour moi c'était la figure de l'ami d'enfance, quoi. Et j'ai une question là-dessus. Est-ce qu'il y a eu une réflexion à un moment de se dire qu'on allait faire des personnages féminins qui allaient être celui de la boss, des boss finalement, et des personnages masculins pour les personnages principaux, ou est-ce que c'était volontaire d'avoir des hommes d'un côté et des femmes de l'autre, ou c'était dans ton esprit c'était clair qu'il fallait que ce soit un homme? Que qui soit un homme? Que tes personnages principaux soient des hommes? Ah, que Arthur et Blaise soient des hommes. En fait, moi j'ai beaucoup plus de facilité à me mettre dans la tête d'un homme. Ce qui semble logique. Et je trouve que c'est assez important pour écrire d'arriver à se relier au maximum à des expériences personnelles, à des expériences intimes, pour arriver à les faire ressortir avec le plus d'authenticité possible. Et d'ailleurs, je pense que ça a fonctionné, parce que j'ai eu plusieurs retours de filles qui ont vu la série qui me disaient que elles avaient vraiment l'impression d'avoir vu ce que c'était deux potes entre eux qui parlent de meufs ou qui parlent de plein d'autres sujets, grâce à la série, parce que ça sonnait authentique à l'écriture, quoi. Ça sonne vrai, on est dans des situations qu'on a l'impression d'avoir déjà vues. Et maintenant, je voudrais parler un peu plus du côté production. Donc, pour revenir à ma question tout à l'heure, comment est-ce que t'es passé de l'idée en soirée à toi qui n'étais pas spécialement dans la réflexion, je vais écrire, et ensuite je vais aller toquer aux portes? Ouais. Bah écoute, là c'est le moment de faire un grand merci au service public, parce qu'en fait moi il y a 3 ans, comme je te disais, j'avais rien fait, j'avais un peu travaillé sur des projets pédagogiques qui étaient liés à l'écologie, et j'avais fait quand même un documentaire que j'avais autoproduit avec un ami, quoi. Mais c'est tout. Et en fait Studio 4 a fait un appel à projet pour des web-séries, et donc en fait moi je venais de quitter mon travail à ce moment-là, j'avais envie de me lancer dans l'écriture à 100%, et il y a eu cet appel à projet, et donc en fait j'y ai répondu et ils m'ont sélectionné, et en fait ça a marché tout de suite, quoi. Ouais. J'ai écrit sans producteur, etc., à la chaîne directement, et ils ont été intéressés, et ils ont été très forts, parce qu'en fait l'idée initiale était quand même extrêmement différente du produit fini. Donc ça se passait quand même dans le milieu des instituts de sondage, etc., mais il y avait plusieurs personnages, c'était beaucoup plus geek, c'était beaucoup plus délirant, en fait. Et en fait il y a eu un premier travail de réécriture avec la chaîne, où on a fait 1 ou 2 rendez-vous pour essayer de resituer certaines arches et de recentrer sur l'essentiel. Et une fois qu'il y a eu globalement un consensus sur les arches principales, là on a sélectionné un producteur, donc c'est là qu'est intervenu la générale de production et Jérémy Pouillou. Et là il y a eu une deuxième phase de réécriture beaucoup plus précise pour le coup,
Où moi, là, cette fois, j'arrivais avec des scènes, avec des textes écrits, quoi. Et il me mettait en permanence, tu vois, il me contredisait sur certains points, il fallait que j'argumente, etc. Ouais. Et donc avec le producteur, il y a vraiment eu une progression dans l'écriture. Et enfin, il y a eu une troisième phase de réécriture plus marginale, mais quand même, avec mon co-réalisateur Olivier Marchesi, où voilà, il y a certaines scènes qui ont été retoquées, certaines qui ont bougé, etc. quoi. D'accord. Et Olivier Marchesi, c'est quelqu'un que tu connaissais d'avant ou c'est quelqu'un qu'on a greffé à ton projet ? Non, alors en fait, moi, quand j'ai quand j'ai commencé à discuter avec Studio 4 à fin 2015, c'était clair pour moi dès le début qu'il fallait que j'ai un co-réalisateur. Parce que j'avais envie de profiter de ce projet pour justement rencontrer des professionnels, avoir une équipe autour de moi et puis échanger avec des gens et en faire aussi un projet collectif, quoi. Donc quand on arrivait à la fin de la phase d'écriture, il a fallu que mon producteur me propose des co-réalisateurs expérimentés. Et en fait, il m'a proposé Olivier Marchesi, qui est quelqu'un qui a aucune expérience de réalisation, ce qui était un peu étrange à la base, mais qui est quelqu'un qui travaille depuis des années maintenant sur des génériques de films. Et donc il fait des génériques de longs métrages français, étrangers, etc. Il avait notamment travaillé sur le générique de Catch Me If You Can de Spielberg. Et donc c'est un mec qui est extrêmement habitué à réfléchir à la manière dont dont on va articuler un rythme et des images. Et donc c'était tout à fait compatible et complémentaire avec ma compétence qui était vachement plus sur le texte, le sens, les personnages. Donc on a croisé nos deux approches et ça nous a permis d'avoir un truc assez complet, quoi, du coup. Ok, d'accord. Ok, bah écoute, est-ce qu'il y aura une suite à Doxa ? Écoute, j'espère très sincèrement qu'il y aura une suite à Doxa. Avec les 600 personnes qui ont demandé que ce soit le cas sous la vidéo hier, je pense que ça va peut-être un peu plus donner envie à Studio 4 de le faire. Mais là, pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel qui a été dit par Studio 4. Je sais qu'il doit y avoir une réunion la semaine prochaine entre mon producteur et des gens de la chaîne, mais je n'en sais pas plus, quoi. D'accord, pour l'instant, ça reste dans les tiroirs. Voilà, ça reste dans les tiroirs, voilà. D'accord, et toi t'as envie d'en réaliser une deuxième ? Ah oui, bien sûr. Non, moi j'ai vraiment très très envie qu'il y ait une suite, c'est sûr. En fait, moi depuis le début, c'était mon seul objectif sur Doxa, quoi. J'avais pas vraiment d'objectif en termes de vues, mais j'avais un objectif d'avoir une saison 2, quoi, parce qu'en fait, il y a plein de choses que je voulais raconter, que j'ai pas pu mettre dans la saison 1 et que j'espère pouvoir développer dans la saison 2, quoi. Et comment tu réagis, toi qui es nouveau du coup dans la fiction, est-ce que c'est difficile de réagir aux critiques ? Que ce soit des journalistes ou même des gens sur les réseaux sociaux. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas reçu... Enfin, moi, j'ai reçu aucune critique vraiment frontale de mon travail, que ce soit de scénario ou de réalisation. Donc, j'ai jamais eu vraiment à défendre ma création parce qu'en fait, j'ai eu globalement que des retours très positifs, quoi. Tu serais pas ce genre d'auteur qui allait créer des faux comptes pour aller insulter Écoute, c'est une théorie qui a été élaborée dans les premiers commentaires des épisodes où les gens disaient c'est la prod qui fait les commentaires, etc. Bon, je pense que c'était à moitié une blague vis-à-vis du fait que Blaise fait ses propres faux commentaires aussi. Oui. Mais non, j'ai pas fait ça et j'ai pas eu à le faire, quoi. Donc, voilà. Et toi, justement, pour toi, produire une série en 2018, même si t'es nouveau dans ce domaine, j'ai l'impression quand même que t'étais quand même attentif à ce que disaient les gens en commentaire sous les vidéos. Ouais. Oui, très très, moi j'ai adoré, ça a été un des plus grands plaisirs pour moi de la diffusion. Justement, ce rapport en fait direct aux téléspectateurs, pour toi, ça va influencer, s'il y avait une saison 2, elle influencerait la saison 2. Alors moi je suis tout à fait... en fait moi je fais une histoire pour qu'elle parle aux gens. Donc en fait moi j'adore avoir des retours des gens, que ce soit sous forme de commentaires ou de conversations ou je ne sais pas quoi, parce que c'est à ce moment-là, c'est le moment où c'est le plus grisant pour moi, c'est le moment où en fait je me retrouve dépossédé de l'œuvre et en fait les gens se mettent à l'interpréter de leur propre manière. Par exemple moi je m'éclate à lire toutes les conversations et tous les débats qu'il y a autour de la présence du pingouin dans la série. Qu'est-ce que c'est que ce pingouin, etc. Il y a des théories qui ont été élaborées par des gens auxquelles j'aurais jamais pensé et je trouve ça vraiment génial, quoi, que justement les gens, par leur propre imagination, viennent greffer sur l'histoire des choses nouvelles et donc c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Donc moi je suis tout à fait intéressé par avoir les retours des gens, savoir ce qu'ils attendent pour une prochaine saison.
toujours en ayant en tête que ce sera certainement pour les prendre à contre-pied, quoi. C'est-à-dire que l'objectif très difficile de la saison 2, ça va être à la fois de donner aux gens ce qu'ils ont envie, dans le sens où ils ont des personnages, un ton auquel ils se sont habitués et qu'ils ont envie de retrouver, tout en les surprenant pour qu'ils aient envie de rester. Parce que, moi je trouve qu'il y a vraiment une grosse difficulté avec l'écriture d'une saison 2. C'est vraiment la chose la plus facile à rater. Et là, cette année. Tu sais que tu seras attendu au tournant. Voilà, je sais que je serai attendu au tournant, et surtout, je sais que moi, j'ai vu très très peu de séries où j'ai été satisfait des saisons 2, quoi. Et alors, je sais que c'est une question un petit peu bateau, mais pour Doxa, est-ce qu'il y a des choses, en plus de tes lectures et de tes rencontres, est-ce qu'il y a des séries qui t'ont influencé ? Ah oui, bien sûr, il y a des séries qui m'ont influencé. C'est des influences intégralement anglo-saxonnes en termes de séries. Donc il y avait à la base, il y avait Yes Minister, qui est une série de la BBC des années 80, qui parle de la vie dans un ministère, et c'est la relation entre un directeur de cabinet et un homme politique qui vient d'arriver dans un ministère. Donc c'est la relation entre les politiciens et les grands corps d'État, parce que je trouve un sujet passionnant en termes de sciences politiques, et eux ils sont arrivés à le mettre en fiction de manière un peu vieillotte, mais ils traitent vraiment bien ce sujet-là. Et après, une deuxième référence plus contemporaine, c'était Man Seeking Woman, pour clairement l'idée d'arriver, de pousser à l'extrême une image et d'essayer d'avoir un peu un espèce d'exercice de style de voilà, qu'est-ce que ça donne quand on essaye de pousser une métaphore jusqu'au bout, et se permettre un peu des sorties un peu surréalistes sur tel ou tel sujet, quoi. On voit un peu, je vois bien de ce dont tu veux parler. Et donc du coup, le pingouin, on ne saura jamais ? Non, le pingouin, en fait, je préfère pas donner d'explications. Il y a plein de gens qui me demandaient, à Série Mania notamment, ou dans les projections qu'on a pu organiser, qui me demandent des réponses, et en fait, je préfère pas en donner parce que je trouve que c'est plus intéressant que les gens échafaudent leur propre théorie, quoi. D'accord, non, je comprends. Et dernière question, je pense qu'on a de plus en plus de jeunes scénaristes qui veulent se lancer. En France, quel conseil tu aurais pour eux, toi qui n'as finalement pas fait d'école de scénariste ou d'école dans le cinéma, même si je me trompe pas, tu as fait Sciences Po ? Non, pas du tout, j'ai aucune formation de cinéma, de scénario, de rien. Ouais. Est-ce que si tu as des conseils, quels seraient-ils pour se lancer ? Moi, le conseil que je donnerais à des scénaristes qui voudraient se lancer dans l'écriture de séries, c'est de parler de sujets qui les ont touchés personnellement et qui soient le plus originaux possible, c'est-à-dire d'essayer de prendre le plus de distance possible avec justement ce qui se fait déjà en série. Voilà, exactement. Et c'est assez intéressant parce que là je travaille sur des nouveaux projets de série, un nouveau projet de série principal, et en fait je m'aperçois que de mon propre chef je m'oriente beaucoup plus vers la littérature pour chercher des inspirations que vers des séries, quoi. Exact, ouais. D'accord, ok. En fait ça m'intéresse, je trouve qu'il y a beaucoup plus de matière à réflexion, beaucoup plus de matière première à exploiter et à réinterpréter derrière, que d'aller regarder des séries sur le même thème qui ont plus tendance à m'inhiber en fait qu'autre chose. Et du coup, c'est vraiment, je trouve, parler d'expériences qui sont personnelles, et parler de sujets qui sont de territoires qui sont pas explorés par la fiction, parce que on a une tendance justement, à force d'être sous perfusion d'imaginaires anglo-saxons notamment, je trouve, à toujours aller chercher un peu dans les mêmes imaginaires. De la célébrité, du pouvoir, de l'argent, du crime, etc. Alors qu'en fait, il y a plein d'histoires dans la vie, dans d'autres situations. Voilà. Et c'est aussi, je pense, qui a fait le succès peut-être de Doxa, c'est que tu vas dans un endroit dans lequel, en tout cas, moi, je n'ai pas de connaissance de séries françaises qui vont parler de ça depuis très longtemps, quoi. Je pense que tu as rempli un vide aussi qui demandait qu'à être... Oui, après il y a très clairement un truc de s'adresser à une génération qui est la mienne, qui est coincée entre la constatation qu'elle fait d'un non-sens généralisé, d'une absence de projet politique et de perspective, et une envie d'agir, mais en même temps sans en avoir les codes, sans savoir comment faire et sans savoir par où commencer, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un espèce d'écho, en tout cas à travers les commentaires, de la part des spectateurs, quoi. Je pense aussi. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Non, c'était écoute.